Enfin, le moment est venu de reprendre ma route. Le 12 juin 1973, je pose mon sac à bord du Laviso Escorteur, enseigne de vaisseau Henri, à Lorient. Je retrouve ainsi avec plaisir cette ville pleine de souvenirs relatifs à ma première affectation sur le Doudard de Lagrée. Je ne sais pas pourquoi ma date d'embarquement physique sur le Henri ne correspond pas à la date administrative. Mon affectation au dépôt de Toulon, comme personnel disponible en congé de fin de campagne, couvre une période allant du 6 mars 1973 au 19 juin 1973. Pourquoi le 19 et pas le 12 ? Le Henri, en grand carénage, se voit doté d'un pont d'envol dressé sur de multiples épontilles au-dessus de la plage arrière. Cette transformation disgracieuse a nécessité le retrait définitif de la tourelle de 100 mm numéro 3. Je suis plus directement concerné par le remplacement du radar artillerie. Ce vieux C-31F que je connais si bien cède sa place au C-32C. Je vais devoir passer, non sans appréhension, d'une technologie utilisant les tubes électroniques à celle des transistors et des circuits intégrés. Je me forme seul, en lisant divers ouvrages généralistes, mais pour ce qui concerne le radar lui-même, je manque cruellement de documentation. Au bout de longues semaines, j'obtiens un descriptif et de vagues schémas d'implantation. Les câbles aboutissent sur des éléments représentés vides de tout détail. Les techniciens de l'arsenal m'affirment ne pas avoir beaucoup plus de plans à leur disposition. Pourtant, quand ils viennent à bord, je constate que c'est faux. Sur le Suffren, la frégate, à couple de laquelle nous avons été amarrés quelques jours, j'ai eu droit à une instruction expédiée sur un matériel d'une conception proche. Pour ce qui est des notices, malgré des similitudes, elles concernent un autre modèle et ne présentent donc qu'un intérêt limité pour moi. Tout le monde m'affirme que je dois patienter et on ajoute, comme pour couper court à mes questions, que ce genre d'appareil moderne ne tombe pas en panne. C'est un non-sens pour moi, alors bien que le matériel ne soit pas encore recetté, j'entends par là à ma charge, j'ouvre les boîtes à fusibles, les armoires à circuit, l'indicateur de télémétrie et le radar, afin de repérer visuellement les emplacements où placer, si nécessaire, les châssis et cartes de rechange à ma disposition. Je relève aussi, fil à fil, à l'œil ou à l'ohmmètre, les tenants et les aboutissants des liaisons extérieures. Je croque ensuite le résultat de mes investigations sur les emplacements vides de la notice d'implantation. Je me trouve ainsi en possession d'une petite bibliothèque technique composée de la notice étoffée de nombreux brouillons, manuscrits rédigés au crayon. Ce nouveau bébé qui va m'être confié, s'il me fait encore peur, m'intéresse néanmoins énormément. Je découvre des principes différents de ceux qui régissent le fonctionnement du C-31F, radar dit à scanning ou à hélice. L'élaboration des données de poursuite du C-32C font appel à une analyse des ondes renvoyées au récepteur. Elles sont concentrées en tâches par une antenne décalée, une antenne offset, au centre d'un ensemble solidaire de 4 cornets guides d'ondes. Une dérive, un écart génère une diminution quantitative dans un cornet associée à une augmentation dans celui qui lui est opposé. Il suffit alors, après mesure de la différence et de son sens, de créer un ordre électronique, puis électrique, commandant aux appareils, au final au télépointeur, commandant le rattrapage nécessaire. Petit à petit, par des recherches en tout genre, j'accumule expérience et connaissances. C'est encore bien incomplet, mais ça me rassure. En dehors de ça, durant le carénage, je descends souvent à terre, à Lorient principalement. Je profite au maximum des distractions qu'offre la ville, sachant que bientôt notre bâtiment reprendra ses activités. 29 septembre 1973, après une série d'essais à la mer sur les côtes morbihanaises, nous appareillons pour rejoindre la Méditerranée.
Les adieux me semblent moins émouvants que ceux que j'ai vécus en mai 1966 avec le Doudard de Lagrée. Le 3 octobre 1973, nous touchons Toulon. Pendant un mois, nous suivons un stage de mise en condition au centre d'entraînement de la flotte. Ici aussi, je tire quelques bordées en ville, parfois même à Chicago. Les 18 et 19 octobre 1973, nous mouillons devant Calvi en Corse. Du 20 au 22 octobre 1973, nous sommes à Porto Vecchio. Je visite cette petite bourgade le temps d'un après-midi, suivi d'une soirée restaurant. Le lendemain, je ne sais pourquoi, nous ne sommes qu'une poignée de volontaires pour participer à une excursion à l'intérieur de l'île. Il faut dire que la sortie est organisée par la Légion étrangère qui met à notre disposition 2 camions de transport de troupes avec chauffeur. Le véhicule où je prends place est débâché afin de nous dégager un plus grand espace visuel. Nous empruntons des routes de montagne étroites et défoncées. Nos postérieurs décollent des banquettes en bois au rythme des creux et des bosses que les amortisseurs à lame ne parviennent pas à atténuer. Les virages se succèdent à vitesse exagérée pour ce type de transport. Les rares véhicules que nous croisons nous obligent à tutoyer le vide ou la muraille rocheuse. Nos provisions de bouche pour le déjeuner se baladent d'une ridelle à l'autre. Il fait froid en altitude. Nous roulons et nous roulons encore. L'inconfort est total, mais le paysage est magnifique. Le képi blanc sait ce qu'il doit nous montrer. Forêts, torrents, cols et sommets composent des paysages grandioses qui défilent sous nos yeux. Les arrêts aussi sont étudiés, comme celui réservé à une pause pipi, en haut d'un col près d'un bois de pin, avec comme horizon une chaîne rocheuse dentelée aux teintes grises et bleutées, le tout sur fond de ciel bleu. À midi, c'est dans un village pittoresque que nous pique-niquons. Dans la petite épicerie locale, nous trouvons un vin rosé du pays. Nous boudons alors le cambusard fourni par le commis aux vivres. Le légionnaire nous conduit ensuite dans une vallée au bout de laquelle nous retrouvons la côte et nous rentrons à Porto Vecchio par Solenzara. Le Henri et son équipage sont maintenant parés à remplir les missions qui les attendent au-delà des océans. De retour à Toulon, il reste quelques détails à régler, des vivres et du carburant embarqués, et aussi les derniers jours de permission à prendre avant le grand départ. Le lundi 26 novembre 1973, à 10 heures, nous appareillons. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec le 6 mai 1966, date à laquelle je débutais ici même ma première campagne sur le Doudard de Lagrée. Nous faisons maintenant route sur Madère. Nous retrouvons l'Atlantique à Gibraltar et le 30 novembre 1973 à 9 heures, nous accostons en bout de jetée à Funchal, ville principale de l'île portugaise. Sur notre tribord, nous prenons à couple un bâtiment de débarquement de chars français qui est en transit. Le port en eau profonde est mal protégé des houles du large. Les 2 bateaux sont constamment en mouvement, ce qui nécessite un renforcement des amarrages et aussi la multiplication des défenses entre les coques et le quai. La ville s'étire le long de la côte autour d'une baie ouverte. Vers l'intérieur, elle s'accroche au relief montagneux qui plonge à cet endroit doucement vers l'océan. Les immeubles bas et propres s'alignent le long des rues ombragées. Des pavés de différentes couleurs dessinent des motifs géométriques sur les trottoirs. Des églises de style hispanique, des fortifications anciennes, des jardins en rocaille donnent un véritable cachet à cette petite cité. Sur les places, dans les allées, le long de la promenade en bordure de mer, plantes et arbustes fleurissent. La couleur rouge domine en cette époque de floraison d'une espèce très répandue de cactus. Une rivière canalisée traverse la ville avant de se jeter dans l'océan. Elle est couverte de feuillage courant en lianes sur des fils tendus d'une rive à l'autre. De nombreuses espèces végétales se côtoient ici, naturellement favorisées par un climat doux et constant.
plantes et arbres européens, africains, importés ou endémiques, toutes ces espèces prospèrent et font de l'île un authentique jardin botanique. Les sommets offrent de beaux points de vue sur la ville de Funchal, et partout ailleurs, sur les côtes déchiquetées de l'île, des pans de montagnes déboisés ont été aménagés en terrasses, probablement pour créer quelques espaces cultivables. Au bout d'une vallée étroite, entre rocailles abruptes et plages de galets, un village aux maisons éparpillées abrite paysans et pêcheurs. Là, des barques aux couleurs vives reposent sur la grève dans l'attente d'une prochaine sortie. Madère est belle et attachante, nous la quittons, il le faut pourtant, le 3 décembre 1973. Il est alors 7 heures, heure locale, et nous mettons le cap sur les Antilles. Le 10 décembre 1973, de 7 heures à 23 heures, nous mouillons à Terre de Haut, une des îles de l'archipel des Saintes. C'est une journée de détente passée essentiellement à la plage. Les équipements de plongée font ici leur première sortie en eau salée. Et en ce qui me concerne, il y a longtemps que j'ai renoncé aux énormes palmes à tuyère, à l'arbalète encombrante et même au tuba. Une paire de lunettes et un bon coup de rein suffisent pour descendre et évoluer entre 1 et 3 mètres de profondeur, là où se trouve le plus beau de la faune aquatique et les coraux. En soirée au village, nous ne trouvons plus aucune langouste à nous mettre sous la dent. Après un verre et quelques pas, nous rentrons à bord. Le 11 décembre 1973 à 9 heures, nous accostons à Fort-de-France, en Martinique. Je retrouve ici sans difficulté mes repères, je privilégie les endroits qui m'ont laissé autrefois les meilleurs souvenirs, et un soir, en ville, je me régale cette fois avec une belle et délicieuse langouste, après avoir bu quelques petits punchs destructeurs en apéritif. Je m'associe aussi une journée au projet de 3 copains. Nous louons alors une coccinelle blanche, et appareil photo en bandoulière, nous partons vers le Prêcheur, un village côtier au nord-ouest de l'île, situé au pied de la montagne Pelée. Nous empruntons la route tortueuse du bord de mer jusqu'à Saint-Pierre. En 1966, j'avais fait le même trajet à l'arrière d'une camionnette aménagée pour le transport en commun. Un sacré souvenir. La voie carrossable continue et se termine au Prêcheur, d'où nous revenons après une courte visite pour rejoindre la route dite tropicale. Cette route serpente à l'intérieur des terres au milieu d'une végétation dense et exubérante. C'est un beau et dépaysant parcours. Nous effectuons une halte auprès de quelques boutiques à touristes. Là, une vieille antillaise coiffée d'une invraisemblable composition florale et fruitière pose pour les photographes. À Fort-de-France, une dernière fois, je musarde au marché de la place de la Savane, sur les bords de mer et dans les magasins de souvenirs. L'escale prend fin le 15 décembre 1973 à 11 heures. Le Henri largue alors les amarres et poursuit son voyage vers la Polynésie. Le 16 décembre 1973 à 9 heures, nous sommes amarrés à Port-of-Spain, la capitale de l'île de Trinidad. Comme durant les 2 précédentes escales, je fais là office de conseiller, de guide, pour y avoir déjà séjourné. Je ne déçois pas en proposant 2 jours la plage de Maracas Bay et une soirée cabaret avec, entre autres numéros, du limbo sur fond de musique locale, interprété par un steel band percutant. L'effet surprise en moins, j'y trouve autant de plaisir qu'il y a 7 ans. Nous quittons Port-of-Spain le 19 décembre 1973 à 10 heures. Le 21 décembre 1973, nous passons l'isthme de Panama, Colón, les Écluses, le lac Central et Balboa où nous faisons escale. Du 22 décembre 1973 à 4 heures au 26 décembre 1973 à 12 heures, le Henri est en réalité amarré à la base américaine de Rodman, à l'intérieur de la Canal Zone, qui est encore sous administration des États-Unis. En escale, nous sortons rarement seuls, pour parer aux agressions et autres déconvenues fréquentes dans certains pays, comme il semblerait que ce soit le cas au Panama.
Permissionnaires, ce matin du 23, nous sommes 4 à négocier sur le quai la location à la journée d'un taxi. Un accord semblant satisfaire tous les partis est conclu. Notre chauffeur, au volant de sa vieille berline américaine, roule vers Balboa avec ses 4 passagers français en uniforme blanc. Dès les faubourgs de la ville, il s'arrête régulièrement à hauteur des piétons qui stationnent ou circulent sur les trottoirs, n'hésitant pas à rouler à contresens, c'est-à-dire à gauche. Il les interpelle discrètement, échange quelques mots qui suscitent souvent des gestes négatifs de la tête. Il présente aussi furtivement, dans la paume de sa main, un objet que nous ne tardons pas à identifier. Ce type propose de la drogue en sachet. Nous lui rappelons avec insistance notre contrat touristique. Alors il nous dépose en ville et promet de nous récupérer dans 1 heure. Nous ne lui payons ni course ni avance pour l'obliger à tenir sa promesse, ce qu'il accepte. Plus d'1 heure s'écoule. Nous abandonnons le point de rendez-vous et continuons notre visite au hasard des rues, certains alors de ne plus revoir le vendeur de poudre. Pourtant, c'est lui qui nous retrouve et il nous invite à remonter dans son taxi. Il nous conduit alors à la limite de la zone du canal, puis nous ramène en ville, où il reprend sa recherche de clients. Cette fois c'en est trop, nous lui demandons de nous déposer et lui payons la somme négociée avant le départ. Pour autant, nous ne sommes pas tirés d'affaire, il prétend que c'est insuffisant, il insiste, nous partons et il nous suit. Il klaxonne nerveusement, il vocifère et gesticule. Nous sommes en pleine ville et les passants se retournent, s'arrêtent, prêtent l'oreille au monologue agressif du chauffeur. Voilà que ce dernier interpelle 3 policiers patrouillant à pied. Les policiers reçoivent ces explications et semblent être sourds aux nôtres. Nous insistons pourtant sur la négociation préalable à notre course et pour enfoncer le clou, nous signalons le trafic de drogue auquel le chauffeur se livre. Les policiers, insensibles, complètement fermés, les policiers nous menacent de la prison si nous ne payons pas le prix élevé qu'ils viennent eux-mêmes d'établir avec le taxi. Nous ne parvenons qu'à négocier notre retour à bord, à inclure dans la somme à verser. Les représentants de l'ordre, totalement acquis aux truands, lui donnent cependant l'ordre de nous ramener à Rodman. Nous remontons une nouvelle fois en voiture, et sur le chemin de retour, nous sommes à nouveau baladés à vitesse lente, de client en client. Nous constatons aussi que les rues où nous circulons sont parfois désertes. Où peut bien nous conduire ce salaud ? Profitant d'un gros ralentissement, la voiture tournant autour d'une pile de pont, nous sautons tous du taxi en marche. À pas rapide mais sans courir, nous nous dirigeons vers une route à grande circulation. C'est sans doute la bonne puisque nous finissons par rentrer sans autre souci sur le Henri. Nous n'avons pas revu ce taxi sur le quai durant l'escale. J'ai sagement passé le réveillon de Noël à bord. Je ne suis retourné qu'une seule fois à Balboa, toujours encadré, avec tous les sens en alerte. Dans l'après-midi du 26 décembre, le Henri navigue dans le grand océan qui baigne les côtes de mon île favorite. Le 31 décembre 1973 à 9h, nous relâchons à Acapulco. À retour de plus, j'ai l'impression de revivre ma première campagne. Je réserve une de mes sorties au restaurant de la Quebrada, espérant y retrouver d'anciennes et éphémères connaissances, mais en vain. Plutôt que de revoir la ville que j'ai découverte autrefois, je privilégie une excursion de 2 jours à Mexico. C'est dans un car confortable et climatisé que, très tôt un matin, nous partons vers la capitale. Tout au long du voyage, je reste accroché à la vitre du Pullman pour ne rien perdre du décor qui défile. Des contrées montagneuses, souvent arides, mais toujours belles. De temps en temps, des habitations, des fermes isolées principalement, quelques personnes affairées sur un lopin de terre ou auprès d'animaux domestiques.
La route est longue, mais un arrêt détente est organisé dans la petite ville de Taxco. Dans cette région, on extrait du minerai d'argent, et Taxco est devenu un lieu mondialement connu pour ses réalisations en orfèvrerie. Malgré le peu de temps qui nous est accordé, je visite quelques quartiers de la cité. Maisons et églises typiques côtoient des hôtels et d'autres constructions contemporaines. Beaucoup de boutiques pour touristes proposent des objets en argent. Je choisis cependant une bijouterie pour acheter un pendentif en métal massif, m'affirme-t-on. Il représente le calendrier de 360 jours des Mayas. Nous continuons notre voyage jusqu'au moment où, enfin, au fond d'une vaste cuvette, nous pouvons apercevoir la ville de Mexico. Encore bien loin de nous, elle s'étire sur un plateau ceinturé de montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude. Nous finissons par atteindre les faubourgs bouillonnants d'activité de la mégapole, et puis on nous dépose devant le musée d'anthropologie pour une visite libre. Dans le hall d'accès, partiellement couvert, se dresse une sorte de grand champignon de béton qui, du haut de sa tête circulaire, laisse tomber de l'eau en cascade jusqu'au sol. Cet endroit curieux, où il pleut sur un emplacement couvert, cet endroit a été surnommé à juste titre salle des pluies. Le musée, inauguré en 1964, retrace l'histoire mondiale de l'humanité au travers d'une multitude de salles, de dioramas et de collections d'objets originaux. On y mentionne les découvertes archéologiques européennes, entre autres celles qui concernent le sud-ouest de la France, mais ce sont les civilisations précolombiennes qui, très logiquement, sont le plus représentées. Sans être un spécialiste, je suis plus qu'intéressé, ébahi par les remarquables mises en scène installées derrière les vitrines et la richesse des collections très bien valorisées sous des éclairages judicieusement disposés. En extérieur sont aussi représentés des vestiges plus volumineux d'anciennes civilisations centra-américaines. Murailles reconstituées, bas-reliefs et statues sont répartis au sein d'une végétation semi-tropicale, conférant à l'ensemble un côté naturel. On se prendrait presque pour des explorateurs européens découvrant une civilisation inconnue. Nous avions ici plusieurs heures à passer. Je ne sors du musée qu'à l'extrême limite, frustré d'avoir manqué beaucoup de choses. Toujours dans Mexico, le car nous arrête à proximité de la place des Trois Cultures, ainsi nommée parce qu'elle regroupe dans son périmètre des constructions exhumées datant de l'époque aztèque, une église massive héritée des conquistadors, le tout sur fond d'immeubles hauts, un produit de l'architecture contemporaine. Après avoir déposé nos bagages dans une sorte de foyer dortoir, nous avons quartier libre. Alors avec les copains, je me dirige à pied vers la cathédrale, qui, bien qu'elle soit moins imposante que les nôtres, cette cathédrale est cependant très belle. La vaste place qui s'étend devant sa façade, est ceinturée de bâtiments cossus, érigés sur des arcades. La circulation automobile dans ce quartier est saturée. Les voitures américaines et européennes, principalement des allemandes, roulent au pas en jouant de leurs avertisseurs. Les couleurs crues des carrosseries donnent un peu de gaieté aux façades uniformément foncées. Jusque tard, le soir, nous remontons une longue et large artère plantée de nombreux arbres et soigneusement paysagée. L'éclairage public, imbriqué dans la végétation, illumine les feuillages et les parterres engazonnés. Malgré l'heure tardive, une foule de promeneurs déambulent, souvent en famille, s'arrêtant pour déguster une friandise que des étals proposent le long du trottoir. Nous en faisons notre souper. On vend aussi des souvenirs, des cigarettes, des sodas et bien d'autres choses. J'achète pour quelques pesos des cartes postales. Fatigués par une journée particulièrement longue et chargée, nous décidons de rentrer à notre hôtel très ordinaire. Depuis ma fenêtre, je photographie le sommet d'un bel édifice illuminé avant de sombrer dans un profond sommeil. Le lendemain est consacré au site archéologique de Teotihuacan, à 40 km de Mexico.
Au passage, le car s'arrête devant l'université afin de nous permettre de photographier le bâtiment qui abrite la bibliothèque. Il a cette particularité d'être recouvert de multiples motifs amérindiens peints sur toute la surface de ses façades. La construction du site de Teotihuacan a débuté 100 ans environ avant l'ère chrétienne. Il est resté habité jusqu'en l'an 650. Les fouilles pratiquées de manière continue mettent sans cesse à jour de nouveaux éléments de ce qui devait être une importante métropole. Au début des recherches, seules les pyramides du Soleil et celles de la Lune émergeaient de l'ensemble, avec entre elles une allée nommée Chaussée des Morts, bordée d'une sorte de rempart. Cette voie est longue de 2 km et large de 45 mètres. La visite débute au pied de la pyramide à niveau dédié au Soleil. Achevée vers l'an 90, elle est faite à l'extérieur de pierres empilées, maçonnées, élevées jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol. 360 marches irrégulières et bien plus hautes que celles de nos maisons conduisent au sommet. Une escalade plus difficile qu'une montée d'escalier dans un phare côtier. D'en haut, les murs exhumés dessinent en plan des emplacements de maisons, des rues, des ruelles et d'autres aménagements urbains. La pyramide de la Lune, elle, moins massive, est plus ouvragée et plus complexe. Elle se trouve à l'une des extrémités de la Chaussée des Morts. Le site est entouré de monts lointains au sommet rond et bleuté. La végétation alentour est constituée d'arbres à feuilles persistantes, de taille moyenne, d'arbrisseaux, de cactus et d'herbes hautes, jaunies à cette époque de l'année. Avant de quitter ce lieu grandiose, j'achète 2 statuettes en pierre reconstituée, couleur verte, vert bronze, montées sur un socle de bois brun foncé. Elles représentent des personnages en costume traditionnel, une femme, Mujer de Jaima, et un homme, Xipetotec Monte Alban. J'ignore si ces effigies ont un rapport avec Teotihuacan, qu'importe. Elles me semblent typiques de l'art local et elles me plaisent. Au retour, nous nous attardons devant le stade où se sont déroulées en 1968 certaines épreuves des Jeux Olympiques de Mexico. La construction n'est pas très haute, sa capacité d'accueil est de 83 700 spectateurs. Un grand parking arboré quasiment vide à notre passage s'étend devant l'entrée principale, décorée d'une fresque stylée. Acapulco est plongé dans la nuit quand nous rentrons. Le 4 janvier 1974 à 11h, le Henri sort de la baie d'Acapulco. 3 jours plus tard, le 7 janvier 1974, entre 8h et 11h, le bateau tourne à vitesse lente devant l'atoll français de Clipperton. Une de nos embarcations dépose à terre quelques hommes qui ont pour mission de remplacer notre drapeau national déchiqueté par les vents. Le mât pavillon est dressé sur le rocher basaltique qui émerge de l'anneau corallien. Des plaques commémoratives du passage des bâtiments de la Royale sont scellées dans le roc afin d'affirmer de façon permanente notre présence. Lors de mon dernier passage, l'île était occupée par une poignée de militaires français, légionnaires, météorologistes et autres. À cette époque, ils contrôlaient, entre autres choses, l'absence ou l'existence d'une éventuelle contamination issue des tirs atomiques aériens à Mururoa. Après cette mission de présence sur l'une de nos plus petites possessions de l'outre-mer, nous franchissons l'équateur. La tradition du passage de la ligne est respectée, le baptême des néophytes a lieu en présence de Neptune et des autorités de la ligne. Le 13 janvier 1974, de 8h à 10h, nous mouillons en baie des Vierges à Fatouiva, aux îles Marquises. Je remarque que le nombre de voiliers en escale est en augmentation par rapport à celui constaté lors de précédents passages. Le 13 janvier 1974, de 13 à 16h30, le Henri est devant l'île de Taouata. Le 13 janvier 1974, de 17h30 à 18h30, nous sommes à Ivaoa, une autre des îles Marquises.
Du 14 janvier 1974 à 8 h au 16 janvier à 9h30, nous séjournons en baie de Taiohae à Nuku'iwa. Le 16 janvier 1974, entre 11h30 et 18h, c'est l'île de Oahuka. Nous avons à bord embarqué Bernard Stasi, ministre actuel des départements et territoires d'outre-mer. Du 16 janvier 1974 à 20 h au 17 janvier 1974 à 13 h, retour à Nuku'iwa. Du 17 janvier 1974 à 15 h au 18 janvier 1974 à 10h15, nous mouillons à Oahu 2 fois devant 2 villages différents. Du 18 janvier 1974 à 15 h au 19 janvier 1974 à 7 h, nouveau passage à Ivaoa. Du 19 janvier 1974 à 8 h au 19 janvier 1974 à 8h30, bref retour à Tauata. Le 19 janvier 1974 de 11 h à 12h30, second passage à Fatu'iva. Ce cabotage interinsulaire avait pour objet le transport de notables, de personnalités, dans le cadre des visites officielles faites par le ministre auprès des Iliens des Marquises. Nous avons parfois participé aux activités organisées pour la circonstance, cérémonies commémoratives, tamara, c'est-à-dire des repas ou banquets, aux danses, avec le spectacle du ministre s'essayant au tambouré. Avant même d'avoir rallié notre port de stationnement, le Henri a effectué une mission de servitude. La présence d'un pont d'envol risque de nous cantonner, je le crains, dans ce genre de travail.